C'était un matin d'octobre 1987, un mardi gris comme tant d'autres à Paris. Serge Gainsbourg entra dans la petite épicerie du quartier de Saint-Germain-des-Prés vers 10 heures du matin. Il était habillé comme toujours, pantalon en jean usé, chemise blanche froissée, l'éternel blouson de cuir qui était devenu sa marque de fabrique. Il avait la cigarette habituelle entre les doigts et une expression de quelqu'un qui aurait préféré être n'importe où plutôt que dans une file de supermarché. Mais il avait besoin de café et de cigarettes, et le tabac du coin était fermé. La boutique était petite, étroite, avec des étagères qui allaient hors du sol au plafond, et une seule caisse au fond. Le genre d'établissement qui existe dans chaque arrondissement de Paris, qui sent le fromage et le pain frais, et où les propriétaires connaissent les clients par leur prénom. L'homme à la caisse s'appelait René, la cinquantaine passée, tablier blanc, lunettes à grosse monture. Serge prit son café soluble, ses cigarettes gitanes, un exemplaire du Le Monde, et se dirigea vers la file. Il n'y avait qu'une personne devant lui, un homme plus âgé. Peut-être 75 ans, peut-être 80, difficile à dire avec précision parce que le temps que la guerre fait passer sur le corps d'un homme n'est pas le même que celui qui passe sur le corps des autres. Il portait un blouson militaire vert olive délavé, de ceux que les soldats ramènent chez eux et ne parviennent plus jamais à jeter. Au revers, il y avait 2 médailles, petites, discrètes, mais présentes. La croix de guerre est quelque chose d'autre que Serge ne parvint pas à identifier au premier coup d'œil. L'homme avait un petit panier avec peu d'articles, une baguette, un petit morceau de camembert emballé dans du papier, une boîte de sardines, une petite bouteille de lait entier. René passa les articles en caisse avec cette rapidité mécanique de celui qui a fait le même geste des dizaines de milliers de fois. 14 francs 50, monsieur. Le vieux ouvrit son blouson et sortit de la poche intérieure un portefeuille en cuir marron si usé que la couleur d'origine avait presque disparu. Il l'ouvrit lentement. Serge, qui était juste derrière, put voir l'intérieur du portefeuille sans le vouloir. Il n'y avait aucun billet, seulement le compartiment à pièces, que l'homme ouvrit avec des doigts légèrement tremblants. Il commença à compter. Une pièce de 2 francs, 2 de 1 franc, quelques-unes de 50 centimes, quelques-unes de 10 centimes. Les pièces apparurent une à une dans la paume ridée, comme si chacune d'elles représentait une petite défaite. Serge arrêta de penser à ses cigarettes. Il y avait quelque chose dans la scène qui l'immobilisa. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelqu'un compter des pièces à la caisse d'un supermarché. Paris avait ses pauvres, ses oubliés, ces vieux qui survivaient avec des pensions que le gouvernement promettait suffisantes et qui ne l'étaient jamais. Mais il y avait quelque chose de spécifique chez cet homme. La posture, même courbée par le poids des années, portait encore une certaine raideur qui ne vient pas de la fierté ordinaire. Elle vient de l'entraînement. Elle vient d'années passées à apprendre à occuper l'espace d'une certaine manière. Cet homme avait été soldat, et pas de façon symbolique. 12 francs, murmura le vieux pour lui-même, tout en continuant à compter. 12 et 50, 12 et 80. René attendait avec la patience neutre de celui qui a déjà tout vu. Derrière Serge, une jeune femme avec un sac de course souffla légèrement. Le son fut petit, presque imperceptible, mais le vieux l'entendit. Serge aussi. L'homme leva brièvement la tête, embarrassé, puis retourna à ses pièces. 13 francs. Il s'arrêta, recompta. 13 francs et 40 centimes. Il manquait 1 franc et 10 pour compléter le montant. « Monsieur » dit René, sa voix encore neutre mais avec un fil d'impatience qu'il essayait de cacher. « Vous allez devoir laisser quelque chose. » Le vieux regarda ses articles sur le tapis. La baguette, le camembert, la boîte de sardines, le lait. Il les regarda comme quelqu'un qui résout un problème de mathématiques, qui n'a pas de bonne solution. Tout ce qu'il laisserait derrière lui serait l'absence de quelque chose qui faisait une différence. « Vous pouvez enlever le fromage » dit-il finalement, d'une voix qui sembla coûter quelque chose au-delà de l'argent. Serge Gainsbourg fit un pas en avant. « N'enlevez rien » Sa voix sortit plus ferme qu'il ne l'avait voulu. René le regarda. La femme derrière le regarda. Le vieux se retourna lentement, comme quelqu'un qui n'est pas sûr que le son soit venu de l'endroit qu'il imaginait. Serge posa ses articles sur le tapis à côté de ceux du vieux et sortit de sa veste un billet de 50 francs. « Mettez tout ensemble » dit-il à René. René prit le billet sans hésiter, comme si la décision avait déjà été prise avant même qu'il y ait une quelconque discussion. Le vieux resta immobile, regardant Serge avec une expression qui mélangeait la confusion à quelque chose qui s'approchait du refus. « Monsieur, je ne peux pas accepter. »« Vous n'acceptez rien, » dit Serge, allumant une cigarette avec la naturelle de quelqu'un qui commente le temps. « J'achète du café. Vos affaires sont devant les miennes. La caisse va tout enregistrer ensemble. C'est comme ça que ça marche.
Le vieux ouvrit la bouche pour contester. « En plus, continua Serge, en tirant une longue bouffée et en soufflant la fumée sur le côté. Le camembert ici est médiocre. Vous auriez dû prendre du brie, mais ça, c'est votre problème. » Le vieux resta un instant suspendu entre la fierté et le soulagement, et quelque chose que Serge reconnut comme le moment exact où une personne décide d'arrêter de lutter contre une bonté qui n'a pas de mauvaises intentions. « Merci, » dit le vieux à voix basse. René rendit la monnaie à Serge, qui la mit dans sa poche sans la compter. Pendant que le vieux organisait ses courses dans son bras, Serge regarda les médailles au revers avec une attention plus soigneuse cette fois. La croix de guerre. Et l'autre était la médaille militaire. Serge connaissait les deux. Il savait ce qu'elles avaient au côté. « Algérie ?» demanda simplement Serge. Le vieux s'arrêta. Il regarda Serge d'une manière différente, comme si la bonne question posée par la mauvaise personne était une petite surprise. « Indochine d'abord », répondit le vieux. « Ensuite l'Algérie. 52 à 54, puis 56 à 59. » Serge ne dit rien pendant un moment. Il fuma simplement. « Mon père est sorti de Russie pour ne pas aller à la guerre, » dit enfin Serge. « Vous êtes allé dans deux. » Le vieux fit un son qui aurait pu être un rire ou autre chose. « Ce n'était pas exactement un choix, monsieur. » René, qui était resté silencieux pendant la monnaie, regardait maintenant les deux avec une expression différente de la neutralité mécanique d'avant. La femme derrière Serge avait posé son petit panier sur le comptoir, mais n'était pas pressée de partir. C'est là que le vieux regarda Serge avec plus d'attention. La façon dont il le regarda était celle de quelqu'un qui essaie de localiser un visage qui semble familier sans parvenir à l'identifier exactement. Le blouson de cuir, la barbe naissante, la cigarette gitane, les yeux fatigués avec quelque chose de vivant à l'intérieur qui ne correspondait pas au reste de l'apparence. « Vous êtes » commença le vieux, puis il s'arrêta. Serge attendit. « Vous êtes Gainsbourg. » Ce n'était pas une question, c'était une vérification. Serge tira une bouffée. « Malheureusement, » dit-il. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans la boutique, le vieux sourit. C'était un sourire qui arriva lentement, comme la lumière passant par une fente, mais quand il apparut, il était complet. « Ma fille a tous vos disques, » dit le vieux. « Tous les garçons et les filles. » « Non, attends, ça c'est Françoise Hardy. Le vôtre, c'est la javanaise. Elle mettait ça tous les jours quand elle avait 17 ans. Je détestais. » Serge souffla la fumée par le nez. Tous les pères de filles de 17 ans détestaient. Le vieux rit. Un son court, authentique, qui sembla le surprendre lui-même. « Je m'appelle Henri, » dit le vieux, en tendant la main qui tenait encore les pièces qu'il n'avait pas réussi à dépenser. Henri marchait. Serge serra la main sans hésiter. « Ma fille ne va pas le croire, » dit Henri, mais sa voix avait maintenant une couche de quelque chose de plus complexe que le simple plaisir de la reconnaissance. Il y avait là une émotion qu'il essayait de contenir, avec la même discipline avec laquelle il avait probablement contenu beaucoup de choses au cours de ses quelques 70 ans. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Serge. « Colette. Elle habite à Lyon maintenant. Elle appelle tous les dimanches. Vous vivez seul ici, à Paris » Henri acquiesça. « J'ai une chambre dans le 15e. Petite, mais elle est à moi. La pension arrive toujours le 5. Aujourd'hui, on est le 2. Ces 3 jours sont parfois longs. » Serge resta silencieux un moment. Le genre de silence qui n'est pas vide. La femme derrière, qui avait tout entendu, posa silencieusement un billet de 20 francs sur le tapis en direction d'Henri. Henri le vit et commença à secouer la tête. Mais la femme, qui avait une quarantaine d'années, un manteau gris et un visage qui ne demandait pas de reconnaissance, dit simplement « Mon grand-père était aussi un vétéran. S'il vous plaît. » Henri regarda le billet, regarda la femme, acquiesça une fois, avec la gravité de celui qui reconnaît que refuser une chose pareille serait une forme de discourtoisie. René, derrière la caisse, ouvrit le tiroir et sortit un billet de 10 francs de sa propre poche, pas de la caisse enregistreuse, et le posa sur le tapis sans rien dire. Quand Henri le regarda, René se contenta de hausser les épaules comme s'il commentait le prix du lait. « Ce n'est pas grand-chose, » dit René. « Vous achetez ici depuis 3 ans. J'aurais dû le faire avant. » Henri resta immobile au milieu de la petite boutique étroite, le bras plein de courses et presque 50 francs qu'il n'attendait pas quand il était sorti de chez lui ce matin-là, entouré de 3 personnes qui, 10 minutes plus tôt, étaient de parfaits inconnus. Ses yeux se mirent à briller. Il ne s'excusa pas pour les larmes qui arrivaient. Il les laissa simplement venir. Serge regarda sur le côté, donnant à l'homme l'espace de s'émouvoir sans être observé de près. C'était un geste petit mais délibéré. Le geste de quelqu'un qui sait qu'il y a des moments où la dignité d'une personne exige que l'on regarde ailleurs. Après un moment, Henri reprit sa contenance avec la rapidité de celui qui a passé des décennies à apprendre à ne pas montrer de faiblesse. « Je ne sais pas comment vous remercier.
dit-il. Il n'y a rien à remercier, répondit Serge. Vous avez traversé 2 conflits armés pour ce pays. Le minimum que ce pays puisse faire, c'est de vous laisser acheter un camembert sans drame. Henri regarda les médailles à son propre revers, comme s'il les voyait de l'extérieur pour la première fois. Parfois on dirait que c'était dans une autre vie, dit-il, que c'était un autre homme qui a fait ces choses, et que l'homme qui est resté ne mérite pas beaucoup d'espace. Serge écrasa sa cigarette dans le cendrier du comptoir que René avait pour les clients. « Ce raisonnement est une merde, » dit Serge, avec la brutalité directe qui était sa manière spécifique d'être gentil. Avec tout le respect. Henri fit à nouveau ce son, entre rire et autre chose. Les deux sortirent de la boutique ensemble. Sur le trottoir humide d'octobre, Serge alluma un autre gitans, et les deux restèrent un moment immobiles sans aucune hâte particulière. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit Henri. Serge attendit. « Si un jour vous enregistrez autre chose, dit Henri, en choisissant ses mots avec soin, enregistrez quelque chose qu'une personne puisse écouter quand elle est seule à 3 heures du matin, et qu'elle ne veut réveiller personne, mais qu'elle ne supporte pas non plus le silence. Vous l'avez déjà fait quelquefois, continuez à le faire. » Serge regarda Henri pendant un long moment. Puis il acquiesça une fois. Les deux se séparèrent sur ce trottoir. Henri partit en direction du métro avec ses courses dans le bras et 50 francs qu'il n'attendait pas dans la poche. Serge resta un moment immobile devant l'épicerie, fumant, regardant la rue comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. René, qui était sorti pour organiser une petite livraison à la porte, resta près de Serge pendant 1 seconde. « Il vient ici tous les mardis et jeudis, » dit René, sans regarder directement Serge. « Il achète toujours plus ou moins la même chose. Parfois il a, parfois il n'a pas. » Serge ne répondit pas immédiatement. « S'il manque, vous couvrez et vous m'envoyez la facture ?» dit finalement Serge. « Toutes les semaines. » René acquiesça comme si c'était l'arrangement le plus naturel du monde. Serge s'en alla dans la rue mouillée d'octobre, avec son café, ses cigarettes et son Le Monde, avec la même apparence que toujours. Le blouson de cuir, la barbe naissante, les yeux fatigués. Personne qui le verrait marcher ne dirait que quelque chose s'était passé. Mais il s'était passé quelque chose. Dans les mois qui suivirent, Henri Marchais continua d'aller à l'épicerie les mardis et jeudis. René ne mentionna jamais l'arrangement à Henri, il s'assurait simplement que rien ne manque jamais. La fille Colette apprit l'histoire par René, quand elle vint rendre visite à son père en décembre. Selon elle, Henri passa les fêtes de Noël différemment cette année-là, moins renfermé, moins distant. Elle appela René au début de janvier pour le remercier. René dit simplement que ça avait été un matin ordinaire d'octobre. Quand Henri Marchais mourut, en mars 1989, il y avait 12 personnes à l'enterrement. Des gens simples, des voisins, un ancien compagnon de régiment, la fille Colette venue de Lyon. René ferma la boutique pendant 1 heure et y alla. Dans la poche du blouson militaire vert olive avec lequel Henri avait demandé à être enterré, Colette trouva un papier plié en 4. C'était un morceau de papier à pain, du genre que les épiceries utilisent pour emballer le fromage, avec 4 mots écrits au stylo dans une écriture qu'elle ne reconnut pas. « Tu mérites beaucoup d'espace. » Colette ne sut jamais avec certitude si c'était Serge qui avait écrit cela ou si c'était René lui-même. Elle garda le papier plié à l'intérieur de la pochette du disque de la javanaise, qu'elle avait encore chez elle depuis ses 17 ans, et qu'elle n'avait jamais jeté. Quelques années plus tard, elle raconta l'histoire à sa fille, qui avait alors 17 ans et écoutait des musiques complètement différentes, mais qui resta silencieuse du début à la fin pendant qu'elle écoutait. Et quand la fille eut fini d'écouter, elle ne posa qu'une seule question. Il était vraiment aussi difficile qu'on le disait ? Colette réfléchit un moment. Il était difficile de la manière dont les gens sont difficiles quand ils ressentent trop et ne savent pas quoi faire avec ça, répondit-elle. Ton grand-père était difficile de la même manière, mais personne n'écrivait d'article sur lui.